Bonjour à tous. Je suis très content de pouvoir partager avec vous aujourd'hui, même si c'est uniquement virtuellement, des résultats de ma thèse qui se déroule actuellement à l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier, sous la supervision d'Élise Huchard. Et aujourd'hui, plus particulièrement, je vais vous parler des conflits mère-enfant qui peuvent arriver sur des timings de naissance chez un primate social et sauvage. Donc tout d'abord, il faut savoir que la reproduction elle est coûteuse en énergie, surtout chez les mammifères puisque les mères, pendant qu'elles sont allaitantes et pendant qu'elles sont enceintes, elles doivent fournir beaucoup d'énergie à leurs petits pour assurer sa survie et sa croissance. Et dans le même temps, on sait que la plupart des environnements sont saisonniers, et il est donc souvent adaptatif pour un individu d'ajuster ses timings reproductifs, c'est-à-dire la phénologie de la reproduction, selon le pic saisonnier de nourriture. Et c'est par exemple chez les petits passereaux qui vivent dans des climats tempérés, comme les mésanges charbonnières, ils ont tendance à pondre plutôt en printemps et en été afin de favoriser et assurer la survie de leurs petits. Toutefois, la plupart de ces études se sont concentrées sur des espèces de petite taille qui peuvent faire tenir tout leur cycle reproductif dans une seule et même bonne saison, et aussi chez des espèces vivant essentiellement à haute latitude, là où l'intensité de la saisonnalité environnementale est énorme. Et comparativement, on sait assez peu de choses sur l'évolution de la phénologie de la reproduction chez les espèces longévives et tropicales. Et c'est pourquoi ici, dans cette étude, on s'intéresse aux babouins chacma, qui, pour limiter justement ces lacunes et ces biais, vivent dans une zone relativement tropicale et sont une espèce longévive. Donc ils vivent ici plus particulièrement dans notre population d'études à l'orée du désert du Namib, donc dans une région très désertique. Et en fait, depuis 2005, il y a des troupes de babouins qui sont habitués à l'homme, dans le cadre du Tsaobis Baboon Project. Et j'ai donc accès à des données de qualité et très précises, individus centrés, à la fois de génétique, mais aussi de long terme d'histoire de vie, de démographie et des données comportementales. Et grâce à ça, dans cette étude, on a pu tout d'abord caractériser la saisonnalité de la reproduction et la saisonnalité environnementale à Tsaobis. Puis par la suite, un des objectifs, c'était de quantifier les variations potentielles de succès reproducteur selon les timings de naissance. L'originalité ici, c'est qu'on prend à la fois la perspective du jeune et de la mère pour comprendre l'évolution de la phénologie de la reproduction. Donc pour les jeunes, on prend un paramètre assez classique, c'est la survie des jeunes jusqu'à ce qu'ils soient sevrés. Et pour celui des mères, on prend un paramètre de rythme reproductif, pardon, à savoir les intervalles entre naissances, IBI, qui est la durée en nombre de jours entre deux naissances vivantes pour une même femelle. Et on sait en fait que les intérêts évolutifs entre les jeunes et les mères peuvent diverger, car un petit, il va vouloir accéder au plus de soins maternels possible, alors que la mère, elle, fait face à un compromis entre sa reproduction actuelle et sa reproduction future, pour lesquelles elle partage le même apparentement. Et ce genre de conflit évolutif a bien été quantifié et mis en évidence dans la littérature à travers le trade-off, le compromis entre qualité et quantité des petits pour une mère. Mais on ne sait pas grand-chose en fait sur l'existence potentielle de conflits en termes de timing de naissance optimaux, en termes de phénologie de la reproduction. Et enfin, le troisième objectif est de voir si ces conflits évolutifs peuvent se retranscrire d'un point de vue comportemental entre les mères et les jeunes. Donc je passe aux résultats. Donc tout d'abord, on peut voir ici que les babouins chacma sont non saisonniers. En effet, on peut voir à gauche qu'ils peuvent concevoir tout au long de l'année et à droite qu'ils peuvent donner naissance tout au long de l'année. Même si on observe à droite un léger pic, un pic modéré de naissance en fait entre septembre et décembre avec plus de 40% des naissances dans la population qui ont lieu dans cette fenêtre de 4 mois. Et ils sont non saisonniers alors qu'ils vivent dans un environnement qui est pourtant saisonnier. Donc on peut voir qu'en bas à gauche, il ne pleut pas beaucoup déjà, mais il y a quand même une petite saison des pluies qui a lieu entre janvier et avril et qui est suivie par un pic saisonnier de nourriture entre mars et avril. Et en fait, après, et surprenamment, on a mis en évidence des coûts sur la fitness de certains timings de naissance. Alors c'est surprenant puisque on pourrait penser que la non-saisonnalité de la reproduction elle émerge en réponse à l'absence de coûts de se reproduire tout au long de l'année, grâce au fait que les femelles peuvent adopter différentes stratégies, donc elles sont capables par exemple de stocker de l'énergie, elles sont omnivores, et on pourrait penser que les babouins sont donc capables de tamponner les fluctuations saisonnières de l'environnement, et donc de se reproduire tout au long de l'année. Mais en fait, il n'en est rien.
puisqu'on voit tout d'abord qu'il y a un coût sur le rythme reproductif des femelles, des mères, puisqu'on voit ici que les mères qui donnent naissance en janvier-février ont tendance à avoir des intervalles entre naissances beaucoup plus longs que ceux qui donnent naissance en août-septembre. De plus, on observe des coûts sur la survie des jeunes, puisqu'on voit que les jeunes qui sont nés en juin-juillet ont plus de chances de mourir avant d'être sevrés que ceux qui sont nés vers novembre, décembre, janvier. Et en fait, ici on a bien mis en évidence qu'il existe 2 timings de naisseaux optimaux bien distants. Un pour les mères qui minimisent leur intervalle entre naissances, qui a lieu 4 mois avant celui des petits qui minimisent leur mortalité. Et en fait, on s'est après intéressé à savoir si ces conflits en termes de timing optimaux se retrouvaient d'un point de vue comportemental sur les mères et les jeunes. Donc grâce à des données d'observation focale, on s'est particulièrement concentré sur ce qu'on appelle les tantrums. Ce sont les crises de colère, qui est une manifestation en fait, comportementale du conflit mère-jeune chez les primates, qu'on retrouve aussi chez les humains par ailleurs, et qui ont lieu quand les petits réclament plus d'investissement maternel, c'est-à-dire souvent plus d'accès au sein, et font donc des crises de colère pour réclamer plus d'investissement. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que les jeunes babouins qui sont nés dans le timing optimal des mères, qui sont représentés en bleu ici dans le graphique, ont tendance à faire des crises de colère plus fréquentes que ceux qui sont nés en dehors de ce timing optimal, et ce surtout quand ils ont plus de 1 an. Voilà, donc si j'essaie de résumer tous ces résultats, on a bien montré qu'il y avait une saison des pluies à Tsaobis, qui est suivie par un pic saisonnier de nourriture. Et si maintenant on essaye de regarder comment sont ajustées les différentes phases du cycle reproducteur des femelles en fonction de la saisonnalité environnementale, pour comprendre du coup l'évolution de la phénologie, on peut voir tout d'abord que du point de vue du jeune, il est préférable de synchroniser le début de la lactation et ou la fin du sevrage, qui ont lieu à 1 an d'intervalle, avec le pic saisonnier de nourriture. Alors que pour les mères, il est préférable de donner naissance un petit peu plus tôt, 4 mois plus tôt, pour cette fois-ci synchroniser le début du sevrage avec le pic saisonnier de nourriture. Donc le début du sevrage, c'est quand les jeunes babouins ont entre 5 et 8 mois, et c'est vraiment la phase dans laquelle les jeunes babouins commencent à incorporer de façon non négligeable de la nourriture solide dans leur diète. Et on peut penser que pendant cette phase, si elle a lieu pendant le pic saisonnier de nourriture, alors les petits vont avoir accès à plus de nourriture et donc grandir plus rapidement, avoir un développement plus rapide et une indépendance à leur mère plus rapide. Ce qui permet du coup aux mères de limiter leur temps de lactation et d'avoir des intervalles entre naissances plus courts. Mais accélérer ce rythme reproductif a un coût pour les mères d'une part, puisque, bon, je ne vous l'ai pas présenté, mais on a montré que les femelles primipares ont tendance à moins donner naissance dans ce timing optimal des mères, certainement parce que le début de la lactation est maintenant pendant la saison sèche où il y a peu de nourriture, et des coûts aussi sur les jeunes qui ont d'une part plus de chances de mourir, et d'autre part la fin du sevrage a lieu pendant la saison sèche, là encore, où il y a peu de nourriture, et en réponse à cela, à ces conditions difficiles, les petits ont tendance à faire plus de crises de colère quand ils sont nés à ce moment-là. Et enfin, le pic modéré dont je parlais au début de cette présentation a lieu entre le offspring et le mother optimal. Et en fait, c'est vraiment un pic du coup, qui est adaptatif, qui est le résultat des femelles qui font face à un compromis entre minimiser leur intervalle entre naissances et minimiser la mortalité des jeunes. Et donc en fait, avec cette étude, on a bien montré qu'il existait un conflit entre les mères et les jeunes sur les timings optimaux des naissances. Et on a aussi bien mis en évidence l'importance du sevrage pour comprendre la phénologie de la reproduction chez des mammifères longévifs, et notamment des mammifères avec des temps de lactation assez longs, comme les primates. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.